Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis André Picot. Je suis au départ chimiste, à l'arrivée aussi du reste. Bon, j'ai rajouté un petit peu le terme toxico parce que je fais partie des rares chimistes qui s'intéressent vraiment à la toxico. Et j'ai commencé donc ma carrière dans un groupe pharmaceutique français qui était le deuxième après Rhône-Poulenc. C'était le groupe Roussel, UCLAF à Romainville, et qui était spécialisé dans les hormones sexuelles, entre autres. Et donc, j'ai fait une partie du début de ma carrière dans ce qu'on a appelé la synthèse totale de la pilule, contraceptive bien sûr, parce que à l'époque, les Américains avaient le monopole, comme pour beaucoup de choses. Et donc, on avait imaginé pouvoir détourner les brevets américains, ce qui n'était pas du tout facile. Et on a trouvé, tout au moins notre penseur, qui vit toujours, du reste, je crois qu'il a 95 ans. Il est toujours conseiller du gouvernement chinois, parce qu'ils ont toujours des problèmes de natalité. Et donc, il s'appelle Edmond Romanov. Et donc, il a pensé une synthèse totale. On est parti d'une toute petite molécule qui était bien connue par nos grands-mères parce qu'elle glissait entre les draps pour tuer normalement les mites. C'était des boules de naphtaline. Comme me disait mon prof de chimie, c'est le seul produit chimique qui cristallise en boule. C'est pas vrai, mais bon. Et donc, nous avons on a réussi cette synthèse. J'avais beaucoup de chance parce que mon patron était au dernier stade de cette synthèse. Donc, on a eu entre les mains les premiers milligrammes de cette substance active, donc originale, tout à fait originale, que les Américains ne pouvaient pas faire. Et donc, ils étaient très en colère. Sauf que quand on est allé faire tester ce produit, parce que comme pratiquement à l'heure actuelle encore, on n'avait pas de toxicologue, tout le moins de bons toxicologues en France, donc on allait les faire sous-traiter aux États-Unis. Et quand c'est revenu à peu près au bout d'un an, eh bien, c'était une pilule bien meilleure que la pilule américaine du point de vue contraceptif, mais malheureusement toxique pour le foie. Voilà, je peux vous dire que la pilule a été très amère. Et donc, comme on avait fait énormément de commandes, il y avait déjà 100 000 boîtes qui étaient prêtes à partir. Et comme on avait fait beaucoup de dérivés, notre conseiller endocrinologue, qui était donc le docteur Beaulieu, a pensé à traiter et à analyser un petit peu les effets de toutes ces molécules intermédiaires qu'on avait fabriquées. On avait fabriqué à peu près 300. Je peux vous dire, ça représente un travail énorme. Et parmi toutes celles-là, il y a eu une des molécules qui lui a beaucoup plu, sauf que ce n'était pas une molécule contraceptive, mais abortive. Et donc, on a été un certain nombre de chimistes à dire que nous, on n'était pas d'accord pour changer comme ça, passer de la contraception à des techniques qui n'étaient pas très éthiques, en fait. Et ça pouvait être utile, mais pas éthique en contraception. Et donc, nous sommes un certain nombre à avoir quitté à ce moment-là Roussel, et je suis rentré au CNRS, là où on a travaillé sur les produits naturels, activités anticancéreuses. Donc on a trouvé 2 médicaments anticancéreux qui sont pratiquement les plus actifs qui existent, donc sortis de produits naturels, donc de la pervenche de Madagascar et l'autre de l'IF, que tout le monde connaît. C'est le fameux Taxotere qui maintenant même est à l'état nanométrique, qu'on fait, qui est vraiment très efficace contre un certain nombre de cancers. Alors, pourquoi je vous raconte ça par rapport à ce que je dois vous dire sur
donc les relations structure-activité et la toxicochimie, c'est que pendant plusieurs années, j'ai continué à travailler avec deux de mes collègues de chez Roussel, malgré que je sois au CNRS. Et on a réfléchi, on a dit, mais dans le fond, comment ça se fait qu'on est tombé dans un piège pareil? C'est-à-dire qu'on a synthétisé une molécule qui avait une activité endocrinienne fabuleuse, mais toxique. Et comme un de mes collègues était un pharmacochimiste, c'est-à-dire qu'il étudiait quelle était la partie d'un médicament qui était active, hein, qu'on appelle toujours du reste un pharmacophore, on s'est dit, est-ce qu'on ne pourrait pas trouver sur ces molécules un toxicophore? Pas très original, mais au moins. Et alors on a regardé notre molécule contraceptive, et on s'est aperçu qu'il ne faut pas avoir fait beaucoup de chimie pour s'apercevoir que cette molécule, en fait, elle avait une activité chimique très connue. Notre molécule originale avait une fonction que vous avez sûrement entendu parler, parce qu'on trouve ça justement dans un solvant très courant qui s'appelle l'acétone. Et donc, notre trianolone, là, avait une fonction cétone qui était encore activée par des doubles liaisons et qui faisait que cet ensemble, on l'avait appelé la trianolone, tri-N, 3 doubles liaisons, one, une cétone. Cette trianolone, en fait, avait une affinité énorme pour les fonctions azotées simples, comme qui sont des dérivés organiques de l'ammoniac, qu'on appelle des amines primaires, les plus simples. Et donc, comme toutes ces molécules qu'on appelle xénobiotiques, donc étrangères à l'organisme, eh bien, ces molécules, eh bien, lorsqu'elles ont fait leur devoir, donc là, un devoir endocrinien, eh bien, elles passent dans le foie, puisque c'est notre station d'épuration, ouais, et qui marche en général très efficace. Hein, et bien entendu, ces réactions de détoxication se font par des réactions chimiques en général simples. Alors c'est catalysé par ce qu'on appelle des enzymes, mais bon, c'est de la chimie, comme on en fait pour synthétiser des produits chimiques. Et donc, c'était absolument évident que dans le foie, vous avez des molécules biologiques très importantes, qui souvent sont les plus abondantes du reste, du point de vue organique, qui sont les protéines. Et dans les protéines, c'est un peu un genre de puzzle avec plein de petites boîtes. Et ces petites boîtes, on appelle ça des acides aminés. Et chacune a, un certain nombre sont essentiels à la vie, et chacune a des fois des fonctions particulières. Et il y en a eu un acide aminé très important, essentiel, qui possède justement une fonction amine, donc NH2, qui s'appelle la lysine. Et il y en a beaucoup dans nos protéines. Et bien entendu, cette lysine, elle fait exactement comme si on faisait une réaction avec de l'ammoniac ou une amine primaire simple. Hein. Ça se combine, vous voyez, ça fait les biologistes appellent ça maintenant des adduits. Et bien entendu, toute l'activité de ces protéines eh bien, sont modifiées et peuvent amener, en général, comme c'est une modification, les cellules ne sont pas du tout contentes, et donc elles lancent un cri d'alarme, c'est de l'inflammation, et puis après, elles commencent à réagir. Alors il y en a qui produisent des fibres, il y en a d'autres qui commencent à avoir une sale tête, hein, ça s'appelle de la nécrose, et finissent par mourir. Même des fois, quelquefois, cette mort est programmée un peu à l'avance. Eh bien, ce processus, qui est un processus biologique normal, eh bien, on ne l'avait pas pris en compte, hein, notre ami Edmond n'avait pas pris en compte parce qu'on ne savait pas. Il y avait juste les Canadiens qui avaient montré, lorsqu'ils étudiaient les polluants dans les rivières,
que des familles de produits, par exemple, ils étudiaient les phénols, et on savait que les phénols, c'était désinfectant. Si on rajoutait un chlore, ça devenait plus désinfectant, etc. Plus on en rajoutait, plus ça devenait méchant. Vous savez, on a terminé par le pentachlorophénol, hein, qui est interdit depuis. Et alors, à part ça, rien. Et c'est là qu'on s'est dit, eh ben, on va en fait essayer de proposer, lorsqu'on va faire des synthèses, par exemple de médicaments, mais ça peut être de n'importe quoi, hein, des pesticides, tout ce que vous voulez, on va proposer de chercher dans la molécule où se trouve le toxicophore. Et on s'est dit, mais comment on va appeler ça? Et mon collègue Jean-Cyr Guignot, là, qui était pharmacochimiste, il a dit, bah, c'est pas difficile, on va appeler ça toxicochimie. Ah bon, eh ben, parfait. Et nous voilà partis. Alors, le troisième larron qu'on avait, c'était heureusement un toxicologue. Alors, chez Roussel, il y avait quand même à l'époque 1500 personnes, dont à peu près 600 chimistes. Et il y avait un toxicologue et 2 assistantes. Ça vous donne un ordre d'idée de l'intérêt de la toxicologie dans l'industrie chimique française. C'était guère mieux chez Rhône-Poulenc. Ils étaient un peu plus quand même, c'était beaucoup plus grand, donc ils étaient un peu plus. Et donc, tout de suite, comme je faisais partie déjà à l'époque de la Société française de chimie, et j'étais dans le comité de rédaction donc de la revue qu'on faisait, qui existe toujours, et je suis toujours l'ancêtre là, dans ce groupe donc, de l'actualité chimique, le comité de rédaction. On a publié ça. Bon, c'était la revue à l'époque qui était lue par beaucoup de chimistes. Ça pas totalement inaperçu. Mais alors, totalement inaperçu. Tout le monde s'en foutait. Voilà, pas de problème. 6 mois après, on voit apparaître que les Américains avaient créé un sous-groupe de l'American Chemical Society qui s'appelait Toxicochemistry, et ils avaient créé un journal, Journal of Toxicochemistry. Excellent journal. Et voilà. Et c'était parti, comme ils avaient après des moyens informatiques considérables, eh bien, ces relations structure-activité, c'est devenu vraiment des axes de réflexion lorsqu'on doit synthétiser un produit chimique à activité biologique. Et donc, c'est même jusqu'à arriver jusqu'à donc REACH, l'Union européenne, où ces relations structure-activité sont, à l'heure actuelle, bien entendu, prises en compte. Vous voyez. Alors, ce qui est extraordinaire, et ça arrive très très souvent en France, c'est qu'effectivement, on a des idées, mais alors pour les exploiter après, c'est pas du tout gagné. Alors, là, j'ai comment mon épouse, elle dit toujours que je suis un éternel assisté. C'est vrai. Donc, je vous ai présenté un PowerPoint qui a été fait par ma collaboratrice scientifique, qui est Jennifer. Et alors, qui est très long, il faudrait 3-4 heures pour faire ça. Donc, le seul intérêt que vous avez, si vous avez oublié un petit peu quelques notions de chimie, eh bien, vous regardez ça. Et vous verrez que, bon, quand on parle de produits chimiques, et si on n'est pas chimiste, par exemple, eh bien, il faut déjà d'emblée avoir 3 mots-clés. C'est fait de quoi? La composition, ah, ça c'est indispensable. Hein. Si vous voyez un produit dans lequel il y a par exemple du mercure, c'est pas le truc très sympathique. Hein. Mais c'est pas obligé, parce qu'avec Nicole Proust, là, qui devrait manipuler le truc, mais comme je peux faire tenir 2 heures avec une seule diapo, il n'y a pas de problème. Avec Nicole, on est en train de s'intéresser à l'arsenic. Dans l'arsenic, vous avez vraiment des éléments, des molécules qui sont très très méchantes, hein, utilisées par les Borgia, peut-être Marie Bénard, on ne sait jamais, hein, mais bon, paraît-il que dans l'affaire Marie Bénard, les toxicologues français étaient tellement nuls qu'ils se sont plantés, donc elle a soulevé sa tête, heureusement pour elle, hein. Et donc, l'arsenic, qui est quand même considéré comme très méchant, et bien depuis la nuit des temps,
on sait que ça peut être très bénéfique. Et à l'heure actuelle, pratiquement des dernières molécules très efficaces anticancéreuses, c'est de l'anhydride arsénieux. Donc, le même qu'utilisé par le Rodrigo Borgia, qui était pape du reste à l'époque. Ça lui a permis d'éliminer tous ses concurrents, donc c'était bien. Et donc vous voyez que ça, en plus, si vous consommez des crevettes, du homard et tout ça, là, vous avez des quantités très importantes d'arsenic qui sont ingérées et qui ne sont pas du tout toxiques. Et même, c'est un élément essentiel, alors là on en est sûr, pour tous ces animaux et certaines plantes comme des algues qui sont indispensables à leur développement. Donc vous voyez, c'est vraiment très... Et chaque cas est un cas particulier. Donc la composition, très importante. Deuxième chose qui est très importante, c'est effectivement la structure, et la structure surtout dans l'espace. Alors pourquoi ça? Parce que, en fait, les actions médicamenteuses, pesticides, toutes ces actions créées par l'homme, par ce qu'on appelle donc des xénobiotiques, xéno-étrangers, biotiques étrangers à la vie, eh bien, c'est une interaction de produits chimiques à produits chimiques. Vous avez un produit chimique qui, généralement, est une molécule relativement simple, pas toujours, mais relativement simple, parce que dans les antibiotiques, vous avez des trucs qui sont vraiment compliqués. Et puis, des organismes vivants. Qu'est-ce que c'est que des organismes vivants? Les organismes vivants, ce sont des assemblages de molécules chimiques. La plus abondante, ça semble être vraiment celle à qui on accorderait peut-être le moins d'importance, c'est l'eau. Nous, on en a quand même 75%. Alors, c'est important parce que, en fait, quand on regarde de près, toute la chimie de la vie, quel que soit l'endroit, au cerveau, dans l'ADN, partout, il faut de l'eau. Une enzyme ne fonctionne pas s'il y a au minimum une molécule d'eau. L'enzyme la plus importante qu'on a dans notre organisme, qui s'appelle l'anhydrase carbonique, qui nous permet d'hydrater le gaz carbonique, là, eh bien, cette anhydrase carbonique fonctionne avec une molécule d'eau. Vous la retirez, aucune activité. Donc, c'est extraordinaire. Donc, déjà, la chimie de la vie, c'est en milieu aqueux. Point. Ça peut être à l'interface avec des lipides, ok, mais c'est quand même comme ça. Alors, cette interaction, bien entendu, sur des molécules plus élaborées, eh bien, ça va occuper un certain espace. Donc, il faut absolument qu'on ait une idée sur la structure, si vous voulez, la structure de la molécule qu'on va tester, par exemple, dans l'espace. Donc, si c'est un solide, par exemple, beaucoup de médicaments sont des solides, ou des pesticides, c'est des solides, eh bien, si on a la chance qu'ils sont cristallisés, on va faire une radio. On va faire la radiocristallographie et on l'aura dans l'espace comme ça. Maintenant, on a fait tellement de progrès qu'on peut le faire même sur des liquides. On a fait la cristallo du benzène, par exemple, c'est extraordinaire. On voit que c'est une molécule toute plate, avec une couche d'électrons au-dessus, une couche d'électrons en dessous. Donc ça explique bien la réactivité de cette molécule particulière. Eh bien, de l'autre côté, du côté biologique, là, c'est un peu plus compliqué parce que des molécules cristallisées, effectivement, il y en a quelques-unes. Dans nos os, par exemple, ou dans les dents, etc. Il y a des phosphates, de l'apatite. Mais par contre, par exemple, les enzymes, il y a beaucoup d'enzymes qui ne sont pas cristallisées. Eh bien, même maintenant, avec les progrès qu'on en a fait de la cristallographie, on arrive à faire donc des photos dans l'espace de molécules extrêmement complexes, des enzymes. Une des enzymes qui est la plus active, par exemple, pour se débarrasser des xénobiotiques, elle utilise le réactif le plus courant qu'on a sur Terre, c'est le dioxygène, ou deux. Autrefois,
On disait O2 simple, hein, on disait oxygène maintenant. Nos enfants ou petits-enfants, ils disent dioxygène. Bon, pourquoi pas, c'est plus logique. Et donc, cette enzyme qui utilise donc du dioxygène, elle utilise, comme on est des êtres très évolués par rapport, par exemple, aux micro-organismes, eh bien, on se permet le luxe d'utiliser qu'un seul des atomes de ce dioxygène. Donc, ces enzymes s'appellent monooxygénases. Et puis, comme ça ressemble à un peu des pigments qu'on a dans les cellules, surtout au niveau des mitochondries, qu'on appelle des cytochromes. C'est pas qu'il y a du chrome dedans, hein, c'est que c'est en couleur. Hein, quand on a observé au microscope les premières cellules animales, elles étaient un petit peu rosées. Voyez, donc, c'est pas il y a du sang dedans, non, c'est dû au cytochrome P450, du cytochrome qu'on trouve dans les mitochondries, qui sont aux centrales à charbon, en fait. Et eh bien, nous avons pu, il y a à peu près presque une dizaine d'années, surtout les Américains, mais il y a aussi des équipes françaises. J'ai un excellent copain là, qui s'était spécialisé un peu dans la toxico, comprendre la toxico, qui s'appelle Daniel Mansuy. Eh bien, ils ont réussi à faire donc des structures spatiales de ces cytochromes et bien montrer que si on avait des xénobiotiques qui allaient dans la cavité, qui étaient prêtes à recevoir donc cette molécule, eh bien, il ne fallait pas qu'elle soit trop petite, parce qu'elle rentrait, elle ressortait, mais il ne fallait pas qu'elle soit non plus trop grosse, parce qu'elle ne pouvait pas rentrer. Et donc, là, il y a ce qu'on appelle des relations entre la structure chimique et l'activité biologique que, par exemple, va entraîner, par exemple, ce cytochrome P450 qui va être capable, par exemple, d'oxyder. Alors, c'est tellement vrai que si on prend dans les molécules organiques celles qui sont le plus proches de l'eau, hein, l'eau, c'est OH2, hein, comme disent nos enfants, là, eh bien, les plus simples, ça sera un groupement organique, ROH, ça s'appelle un alcool. Quand vous mettez un atome de carbone, c'est ce qui vient du méthane. Hein, tout le monde connaît le méthane, hein, gaz de schiste et compagnie. Eh bien, ce méthanol est tout petit, hein, un atome de carbone. Il rentre dans ce que les biologistes appellent le site actif du cytochrome P450 et il en ressort. Rien. Bon, on dit, tiens, on va en rajouter 2. 2, c'est éthane. Donc, l'alcool, éthanol. Ou qu'on appelle aussi quelquefois alcool éthylique. Bien. Lui, il est déjà plus gros. Eh bien, lui, il peut rentrer et, en partie, cet éthanol va être transformé, hein, les biologistes disent de métaboliser, va être métabolisé pour donner d'abord une molécule qui est extrêmement toxique, qu'on retrouve là. Tout à l'heure, on parlait du formaldéhyde. Hein, eh bien là, comme il y a 2 atomes, ce n'est pas le formaldéhyde qui vient, lui, du méthanol, mais avec 2 atomes, ça va s'appeler acétaldéhyde. C'est une molécule cancérogène chez l'homme, vraiment la totale. Et donc, elle est tellement toxique pour l'organisme qu'immédiatement, on va la transformer. Hein, mais le cytochrome est capable, à peu près 15%, alors ça va dépendre des populations, hein, ça, 15% des humains qui sont capables de métaboliser cet éthanol par cette voie-là. Et donc, ce qui est très important et sur lequel on a effectivement essayé de présenter une théorie un petit peu unitaire, c'était, eh bien, pour que apparaissent, par exemple, on s'est centré donc sur les effets toxiques, nous, il fallait qu'on puisse définir dans ces molécules ce qu'on appelle un toxicophore. Alors, Nicole, tu vas bosser sur la 3e partie. Ça va? Vous pouvez me poser des questions, là, si vous voulez. Allez-y. Bon, allez-y, parce que je vais... Oui, pendant que Nicole... Allez. Oui. Alors, posez-moi des questions, n'ayez pas peur. Hein. Non? La chimie, c'est limpide pour vous. Ben, c'est bien.
C'est parfait. Parfait, parfait. Alors, comme j'ai été pris un peu par le temps et que j'ai utilisé justement Jennifer à scanner des vieux transparents que j'avais qui dataient de l'époque de Mathusalem à peu près. Et donc, je me suis arrêté parce que je me suis dit, je vais être pris par le temps. Si je mets déjà 1 heure pour un slide, ça va être dur. Je me suis donc arrêté à la famille chimique la plus simple, hein, qui sont les hydrocarbures. Parce que, en plus, c'est l'exemple peut-être le plus caractéristique qu'on trouve dans ces relations structure-activité. Et alors, c'est assez amusant parce que quand on a lancé là un peu les publications qu'on a faites, on avait déjà pris comme exemple justement l'hexane. Alors, hexane, alors qu'est-ce que ça veut dire hexane? Hexa, tout le monde sait que c'est 6. Ane, c'est comme les hydrocarbures, là, des alcanes. Hein, méthane, éthane, propane, butane, vous savez, comme les bouteilles là, de gaz. Là. Tout ça, c'est ane. Et 5, pentane, 6, hexane, 7, heptane, etc., etc. Dans l'essence, il y a de l'octane, l'indice d'octane. En fait, c'est de l'isooctane, mais c'est pas grave. Ça marche pareil. C'était bonne, là? Je suis sûre. Est-ce que ça va, hexane Ah oui? Ah ben oui, voilà. Alors, on a... hey, vous avez vu que j'ai gagné du temps, hein? Je vais faire vite, là. On a pris l'hexane. Alors, pourquoi on a pris l'hexane? Parce qu'à l'époque, les Américains avaient montré que quand on faisait respirer... Alors, c'est un solvant, l'hexane, hein, très utilisé. Même autrefois, c'était une fraction du pétrole. Hein. Beaucoup de ces solvants hydrocarbonés sont des fractions de pétrole. Et donc, c'était des fractions légères, les plus légères. On avait appelé ça, on les appelle toujours sûrement, mais il n'y en a plus beaucoup, éther de pétrole. Et donc, dans les fractions les plus volatiles, il y avait ces fameux hexanes. Il y avait du pentane, hexane, bien. Et alors, quand on faisait respirer à des rats cet hexane pendant une bonne partie de leur vie, on s'apercevait qu'ils commençaient à traîner les pattes arrière. Ben, c'est pas bon, ça, hein, pour la locomotion, surtout pour un rat. Et alors, plus on les faisait respirer des faibles doses de ça, eh ben, ils se paralysaient, puis les pattes avant, et puis après, ils ne pouvaient plus marcher. Alors, les toxicologues américains, ils ont dit, bah, qu'est-ce qu'on va faire? Ce qui est touché, ce sont les nerfs les plus longs, ce qu'on appelle des nerfs longs, des nerfs périphériques longs. Et donc, ils ont pris des nerfs sciatiques de ces rats, ils les ont découpés. Et puis d'habitude, quand on fait de la neurobiologie comme ça, on colore les nerfs, parce que les nerfs, c'est pas coloré. Hein. Là, au stupeur, ils n'avaient pas besoin de colorer les nerfs. Ils ont dit ça alors? Comment ça se fait ça? Ils les regardaient au microscope comme ça. Alors ils ont dit, ah ben ça c'est pas difficile, on va appeler ça dyeing process. Bon, ok. Mais quid? Pourquoi? Et alors, en regardant ces coupes, ils se sont aperçus que c'était l'extrémité des neurones, hein, les cellules nerveuses, on s'appelle neurones, l'extrémité de ces neurones, eh bien, qui était détruite. Or, les nerfs, vous savez, ils communiquent. Vous avez un nerf, là, avec tout son long filet. La biologiste appelle ça un axone. Ça se termine par des ondes de ramification, hein, qu'ils appellent dendrites. Et puis, il y a un autre qui est en face aussi des dendrites. Et puis, donc, il y a un espace que les biologistes appellent synapse. Et comme, en fait, les neurones communiquent en fabriquant un signal électrique, bon, qu'ils appellent potentiel d'action, quand il arrive au bout, là, c'est comme un interrupteur. Ça ne passe pas. Donc, qu'est-ce qu'ils font?
eh bien, ils envoient un messager chimique, molécule qu'on appelle neuromédiateur. Alors, vous en connaissez sûrement acétylcholine, dopamine, sérotonine, très à la mode, sérotonine, etc. Et donc, là, comme les bouts des nerfs étaient détruits, la communication ne passe plus. Et donc, ces nerfs dégénèrent. Et bien entendu, là encore, comme tout processus toxique, alarme, inflammation. Et donc, cette inflammation, eh bien, on l'avait vu déjà chez les rats, et puis on l'a vu après chez les humains. Par exemple, il y a eu beaucoup d'études faites par nos amis italiens sur... donc, ils travaillaient beaucoup, comme les Espagnols ou les Turcs, sur le cuir, hein, et pour effectivement assouplir le cuir, tout ça, on les traitait par de l'hexane, et les ouvrières, c'était essentiellement des ouvrières qui faisaient ça, eh bien, elles s'engourdissaient au bout des doigts et elles faisaient... donc après, elles n'arrivaient plus à s'en servir. Alors, pour des ouvrières, c'est embêtant. Ce qu'on appelle une polynévrite. Donc, rat, homme, même combat. Et donc, ces chercheurs italiens en particulier, ont essayé de comprendre ce qui se passait. Alors les Américains, eux, ils avaient dit c'est une inflammation, point, on ne cherche pas trop à comprendre. Mais ça se passe sur une longue période, hein, quand même. Hein, c'est de la toxicité, à l'époque on appelait ça chronique, donc à long terme. Les Italiens, eux, ont été plus loin. Mais nous, entre-temps, on avait sorti, là c'était vers les années 79 à peu près, donc ça fait quand même un bail, on avait sorti nos publis là, qui étaient passés inaperçus, et on avait dit, cet hexane, on va regarder comment il se biotransforme, parce que quand l'organisme reçoit une substance xénobiotique soluble dans les graisses, sa tendance naturelle, c'est de stocker ça dans les graisses. Alors il stocke les solvants qu'on appelle lipophiles, là, dans les graisses, beaucoup plus. Hein, on travaille avec Jean-François là, sur la dioxine. La dioxine, elle stocke beaucoup plus dans les graisses parce qu'elle est beaucoup plus persistante et puis elle ne se métabolise pas. Alors donc, il n'y a pas de problème. Et donc, on a regardé qu'est-ce qui était déjà fait sur la métabolisation de cet hexane. Alors cet hexane, en fait, l'organisme commence par dire on va l'oxyder. Donc, monooxygénase, un cytochrome P15A, hop, on fait un alcool. Alors, bon, l'enzyme, là, on ne sait pas pourquoi, elle fait un peu la tête, et au lieu d'oxyder sur le coin le plus facile, qui sont les bouts, il passe au deuxième carbone. On ne sait pas pourquoi, c'est comme ça. Bon. Donc, ça fait, comme c'est ol, là, alcool, donc c'est du 2-hexanol, et normalement, comme ces trucs-là, il y a encore une partie lipophile très importante, 6 carbones, eh bien, on ne peut pas les sécréter dans l'eau, donc dans les urines. Et donc, en général, ce qu'on fait, c'est que, par exemple, on le lie à un sucre, à du glucose, tout moins, un dérivé du glucose. Et donc, là, c'est beaucoup plus soluble. Ou un sulfate. Alors là, c'est très bien, mais du soufre, on n'en a pas beaucoup dans l'organisme, donc on n'utilise pas trop parce que c'est précieux, le soufre. Hein. Et donc, voilà. Et puis, en fait, cet alcool, là, hexanol, là, eh bien, c'est devenu un bon substrat, toujours, pas tout à fait pour la même, parce que c'est toute une famille, hein, les monooxygénases, etc. Il y en a une autre qui la prend en charge, hein, ou d'autres enzymes, et il oxyde un peu plus loin. Et donc, l'oxydation de cet alcool qui est un alcool secondaire, ça donne une cétone. Et donc, ça donne, comme il y en a 6, hexanone. Ça, on a encore perdu en solubilité. Là, c'est pas bon du tout. Cytochrome P450, pas de problème. On recommence à l'autre bout. Donc, hop, on remet un alcool à l'autre bout. Vous voyez, là, tous ces trucs-là. Et puis, là, c'est pas encore très soluble. Bon, on se dit, tiens, on va faire la même chose, on va le transformer en cétone. Et donc, on le transforme en, vous voyez, ce truc-là qui a 6 atomes, et sur le carbone 2 et le carbone 5 apparaissent des cétones. Je ne sais pas si vous voyez, mais c'est comme une pince, ça. Voilà, comme ça. Ce truc-là,
ces réactions-là se font. Alors, normalement, ça se fait dans le foie, là, ça se fait dans les nerfs. Pourtant, il y a peu de métabolisation dans les nerfs, mais ça se fait dans les nerfs. Ou dans le cerveau. Et du cerveau. Et alors, cette pince, vous voyez, elle va, bien entendu, être entourée de protéines qui ont des fonctions NH2, là, de la lysine. Hein, et hop, ça se boucle, vous voyez, ça chasse les deux oxygènes là, sous forme d'eau, deux molécules d'eau qui s'en vont, et vous faites un magnifique cycle à 5 éléments avec de l'azote et qui a un chapeau sur ces protéines. Sauf que ces protéines, en fait, elles ont un rôle dans les nerfs. Par exemple, ces protéines, là, elles servent à faire la charpente des nerfs. Vous voyez. Alors, pour faire des charpentes, c'était un peu comme autrefois en Chine. Hein. On prend des bambous, on se les met les uns au bout des autres, et puis des lianes de bambou. Voilà. Et là, c'est pareil. On prend une protéine qui s'appelle la tubuline. Hein. Je ne sais pas si Valorex connaît, mais ça, c'est pas mal. Cette tubuline, elle s'assemble. Hein. Les biologistes, ils appellent ça la polymérisation. Mais non, ce n'est pas une polymérisation, c'est un assemblage. Mais bon, peu importe. Quelquefois, on n'a pas les mêmes langages, mais ce n'est pas grave. Et donc, il y a ces nerfs qui l'enroulent, qu'on appelle des neurofilaments. Et tout ça, malheureusement, ça ne fonctionne plus, parce que l'assemblage des tubes là, pour faire ce qu'on appelle des microtubules ne se fait pas, et donc votre nerf dégénère. Et alors, il se fait ce petit cycle-là, qui est un produit azoté qu'on peut extraire du pétrole. On extrait des tas de choses, des pétroles, hein. Des produits soufrés, azotés. Celui-là, ce produit azoté, là, qui est un assemblage qui est très important pour nous, parce qu'on le retrouve dans l'hémoglobine, les plantes, c'est la chlorophylle, dans la vitamine B12, etc. Ça s'appelle un pyrrole. Et ce pyrrole, il a une propriété chimique très particulière, c'est qu'il fixe l'oxygène et puis il se polymérise. Et pour ça, même, moi j'ai utilisé des pyrroles quand j'étais chez Roussel, on était obligé de les mettre à l'époque sous azote. Sans ça, on ne pouvait pas rien en faire. Eh bien, là c'est pareil, au niveau des nerfs, ces pyrroles se polymérisent et eh bien, ils vont faire cette espèce de goudron noir, dyeing process. Et nous, on avait écrit ça. Bon. Alors, les Américains, ils se sont tout de suite précipités là-dessus. Après, ils ont dit, mais ils ont raison, là, les Français, là, ils ne sont pas très doués, mais ils ont raison. Et donc, ils l'ont démontré. Pas de problème, ils ont été chercher ces polymères, ils les ont analysés, et c'était bien ça. Et alors, la suite, là, Nicole, tu avances encore. Voilà. Et donc, vous voyez, là, il y a les différentes 10 cétones, parce que 2 cétones, c'est 10 cétones. Il y a une première, une deuxième, 10 cétones. Moi, je m'étonne là que ça... non, c'était bon, ouais. Ouais, c'est sauvé. Voilà, on voit la une. Alors, arrête celui-là. Voilà, très bien ça. Voilà. Alors... On n'a pas besoin de faire beaucoup de chimie, hein. Il suffit de regarder, vous savez, c'est comme des hiéroglyphes, hein. Une fois qu'on a compris, après ça va. Vous voyez, ces 2 cétones, là, c'est les groupements toxicophores. Eh bien, pour fonctionner, ils ont besoin d'avoir des hydrogènes. Là, que vous voyez au carbone au-dessus, là, de chaque côté, il y a un H. Pourquoi on a besoin de faire on a besoin de cet hydrogène? C'est pour faire de l'eau. Vous voyez, sans ça, on ne peut pas faire d'eau. Et les Italiens, qui sont très malins, hein, et puis ils avaient de très bons toxicologues, et bien, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont remplacé l'H, là, par un groupement méthyle. Alors, comme déjà il y avait un méthyle, il n'y a plus d'hydrogène. Eh bien, passe la suivante, s'il te plaît. Je pense que c'est la... Non, ou c'était celle d'avant. Oui, celle d'avant, peut-être, oui. Ouais. Voilà. Donc, vous voyez, voilà, c'est là. Voilà, ça, c'est très bien. En chimie, cette réaction qui a été mise au point par des chimistes allemands, eh bien, c'est une réaction qui s'appelait PAL et Knorr. C'est très utile pour faire des pyrroles parce que ce groupement pyrrole
on le retrouve dans un certain nombre de médicaments. Et donc, c'est une réaction qui était connue. Et quand il mettait là, hop, vous voyez, il faisait un croix, là, un trait là, sur le deuxième carbone, là, c'est un méthyle. Et cette cyclisation était beaucoup plus rapide. On en mettait 2. Ah, c'était merveilleux. C'était 23 fois plus rapide qu'avec les molécules de départ. Et les Italiens, comme je vous ai dit, très malins, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis 2 méthyles là. Donc cette réaction peut plus se faire. Ce produit n'a plus aucune neurotoxicité. C'est-à-dire que c'était une démonstration extraordinaire que la neurotoxicité était portée là par le toxicophore qu'on a vu et qui a absolument besoin de chaque côté des fonctions cétones que les Anglais appellent carbonyles aussi, les anglo-saxons. Et donc, pour faire ces réactions. Donc, vous voyez, c'était la démonstration que les relations structure-activité, ben, ça colle à 100%. Alors, on a eu de la chance parce que c'est le meilleur exemple. Après, ça marche moins bien. Là, je suis bon, là. J'arrête, là. C'est bien, hein? Ouais. Donc après, on a fait ça sur des molécules un peu plus compliquées. Là, le benzène, là, et puis, alors, le benzène, alors, juste un petit mot sur le benzène. Le benzène, c'est vraiment un sale produit, hein, vraiment. Il amène il attaque la moelle osseuse et il amène, il perturbe complètement, il fait proliférer les globules blancs. Donc, en particulier, donc, ça donne des leucémies. Et les petits-enfants sont particulièrement sensibles à ces leucémies. C'est pour ça que dans des villes très polluées, hein, comme Paris, là, tout moins en France, hein, Paris, Marseille, par exemple, Lyon, eh bien, il y a un taux de leucémie tout à fait anormal chez les petits-enfants qui est dû à la circulation automobile, parce qu'on ne met pratiquement plus de benzène dans l'essence, mais un moteur à explosion, c'est un moteur pour fabriquer des radicaux libres, et donc le benzène, eh bien, réapparaît à la sortie. Donc, si on n'a pas les filtres conséquents, eh bien, on trouve mal de benzène. Bien. Donc, ces leucémies, c'est pas bon du tout. On le sait depuis déjà bien longtemps. Et donc, on avait dit, on lui met un chapeau à ce benzène. Et donc, il change de nom, il s'appelle toluène. Et ce toluène, qui est toujours neurotoxique, hein, il est même 2 fois plus neurotoxique que le benzène. Mais lui, il ne donne pas de leucémie, parce que le toluène, au contraire du benzène, il ne va pas dans la moelle osseuse se biotransformer. Mais là, Rich, justement, là, ils sont un peu embêtants parce que, bon, ils disaient, ah, ben, c'est très bien, ça, il n'est pas mutagène, il n'est pas cancérogène, sauf qu'ils ont trouvé qu'il était reprotoxique. Ah, ben ouais, là, c'est pas drôle, parce que dans CMR, il y a R. Ah bon, donc celui-là, on l'a utilisé comme solvant de remplacement pendant très longtemps. Et on s'est aperçu que bon, ben, il était très neurotoxique, plus neurotoxique que le benzène, et en plus fétotoxique, donc il empêche le développement fœtal. Donc on a cherché plus loin. Alors on me dit, oh, mais il n'y a plus beaucoup de gens qui utilisent le benzène. Ah si. Pendant quelques temps, j'allais faire des cours pour ce qu'on appelle la protection du patrimoine. Là, j'allais faire des cours au Louvre, par exemple, ou à Pompidou, là, pour les peintres. Parce que les peintres, eux, ils continuent à utiliser toujours beaucoup de solvants, beaucoup de pigments. Et bien, chez eux, c'est une des professions où il y a le plus de suicides. Ah, les solvants, ça va dans le cerveau. Peut-être qu'il y a une relation. Et puis, ils font aussi pas mal de cancers. Mais bon, ça, ce sont des artistes, alors il ne faut pas y toucher. Donc, vous voyez, on a été obligé de chercher, alors avec donc mes collègues là, de la préservation du patrimoine, on a cherché des solvants de remplacement qui soient encore moins toxiques que le toluène. Et on a trouvé dans les fractions de pétrole, là, au lieu d'avoir un méthyle, 2 méthylhexylène, mais ce n'était pas terrible, on a trouvé qu'il y avait 3. Donc ça s'appelle trimethylbenzène, et c'est ce qu'ils utilisent maintenant pour dégraisser, etc. Donc voilà, vous allez me dire, le but de tout ça, alors bien sûr on peut faire ça aussi sur les produits minéraux. Quelquefois on tombe sur un os, hein. J'ai travaillé pendant quelques années avec Airbus,
qui m'avait demandé de trouver un produit de remplacement au chrome 6, là, au chrome hexavalent, les chromates. Là. Bonsoir les dégâts. Les Américains, toujours très, très en avance, eh ben, ils ont utilisé les trucs composites à la place de l'alu. Et donc, le 787, là, c'est à base de composite, donc il n'y a plus besoin de chromatage. Voilà, donc des fois, hein, on se casse les reins. Mais j'ai aidé, donc à l'époque, Nicole était chez Thomson, donc c'est devenu Thales, et là, ben son groupe n'a pas utilisé ce qu'on appelait des éthers de glycol simples, les premiers qu'on a utilisés. Au contraire, par exemple, d'IBM, qui ont eu des problèmes à une maladie professionnelle. C'est un reprotoxique, très, très important, perturbateur endocrinien, tout ce qu'il faut, quoi. Eh bien, elle avait proposé d'utiliser, donc à l'époque, les produits de remplacement qu'on appelle des propylènes glycols, et qui, eux, ne sont pas, tout moins certains, ne sont pas reprotoxiques et perturbateurs. Voilà, voilà, voilà. J'arrête. Non, ça rien. Vous allez avoir de la chance, vous n'allez pas avoir le temps de poser des questions. Il y a peut-être des questions. Oui. Merci beaucoup. C'était passionnant. Moi, je me suis personnellement éclaté. On comprend, voilà, ça permet de comprendre l'action vraiment très fine à l'intérieur du corps et de certaines substances. Évidemment, on comprend bien qu'on ne pourra jamais avoir un dictionnaire tel que le vôtre pour arriver pour chaque substance à connaître l'effet, la relation, etc. Mais on voit qu'il y a quand même des éléments de réponse. Il y a des possibilités. Et voilà. Vous avez évoqué le cas du trioxyde de chrome. Et oui. Du coup, ça, c'est quelque chose qui m'intéresse parce qu'il y a encore des secteurs d'activité qui utilisent cette substance-là pour protéger les salariés. En fait, ils sont contraints finalement de regarder tout ce qui est utilisé comme produit à chaque utilisation, parce que voilà, dans le traitement de surface, notamment pour l'aéronautique, il y a encore des avions qui... Oui, pour ce qui est l'automobile, tout. Et du coup, voilà, j'avais deux questions. Donc, du coup, est-ce qu'il existe des pistes pour pouvoir remplacer ce produit-là? Visiblement, j'imagine que non, parce que si Airbus vous a demandé d'essayer et puis que vous n'avez pas réussi, qu'ils ont passé sur les composites, j'imagine que c'est mort de ce côté-là. Et puis, finalement, c'est pour faire le lien un petit peu aussi avec ce qui est une utilisation et une exposition. Est-ce que cette notion de suivre toutes les utilisations de produits peut aider finalement à voir si les gens sont exposés réellement? Oui, tout à fait, très pertinent ça. Après Airbus, oui, ou avant, je ne sais plus. Non, après, je crois, j'ai travaillé avec Safran et c'était effectivement la démarche qu'ils ont essayé de faire. Ils ont regardé tous les métaux, ils utilisent beaucoup de métaux, tous les métaux qu'ils utilisaient, l'état des connaissances qu'on avait sur donc, la tox et l'environnement, toujours pareil, tox environnement. Ils sont aperçus que très souvent, dans la majorité des cas, il fallait changer de process, ouais. Très souvent, très très souvent. Et donc, quand on voit Boeing, qu'est-ce qu'il a dit? Il ne faut pas utiliser d'alu, quoi. Il ne faut pas utiliser de chromatage. On utilise des composites. Bon, ça, c'est inconvénient, hein, parce que je ne sais pas comment ils font quand l'avion passe dans la foudre, parce que c'est du carbone quand même. Mais bon, ils ont dû résoudre le problème, je pense. Ouais, donc la solution, c'est bien ça. Il faut changer le process pour supprimer des utilisations de produits vraiment très dangereux. Ça impacte forcément le process. Ça reboucle avec ce que disait Sylvie Pruvot sur le fait qu'au bout d'un moment, on plafonne et que absolument, il faut impacter le process. Juste un petit point. Je pense que Fabien a distribué là, des petites plaquettes. C'est simplement pour que vous ayez le site où on met des documents. On essaye d'être le plus près possible de l'actualité. Les derniers que l'on a fait, c'est c'est toujours l'aviation, le syndrome aérotoxique. Vous savez, l'air à 50% sur les avions à réacteurs sont captés passent à travers donc, le moteur. Et donc, il faut refroidir tout ça.
ça c'est à 500 degrés, et hop, alors il y a bien sûr des filtres, mais ça n'arrête que les virus et les bactéries. Sauf que tous ces produits-là, qui sont en plus des produits organophosphorés, vous savez, la même chose que le sarin, là, qu'on balance un petit peu, là, que Saddam Hussein balançait sur les Kurdes, c'est pas bon du tout, ça. Le sarin, il pénètre beaucoup plus facilement, 100 fois plus rapidement à travers la peau que par la respiration. Vous voyez un peu. Et on a utilisé ça en Syrie, là, il n'y a pas si longtemps. Et donc, c'est des organophosphorés. Alors, 500 degrés pyrolyse, entre autres, qu'est-ce que ça donne? Des nanoparticules. Alors, les filtres, et hop, ça se met dans le cerveau, comme les nanoparticules peuvent monter facilement dans le cerveau. Il y a des pilotes qui se suicident, il y a des pilotes qui meurent. Et alors, quand on découpe leur cerveau en morceaux, eh ben, on trouve des nanoparticules. Hein, c'est de la réalité, ça. Et puis, bon, pour la petite histoire, j'ai fait ce document avec un personnel volant du syndicat des personnels volants d'Air France. Ils ont fait une enquête interne. Il y a 60 pilotes qui souffrent vraiment de polynévrite, vous voyez, toujours comme l'exane, les pertes et puis après, c'est le cerveau qui... Et ces pilotes, eh bien, dès qu'ils disent qu'ils sont malades, hop, au sol. Donc personne n'est malade, en fait, en gros. Vous voyez un peu. Et là, il se trouve qu'il y a un pilote, alors, qui n'est pas Air France, qui est EasyJet, qui est venu me voir et qui a dit ben moi, je suis en arrêt maladie parce que j'ai de l'épilepsie, je n'ai jamais eu d'épilepsie. Et il dit, je suis persuadé que c'est dû à ça. Et donc, il a dit, il faut traduire votre document en anglais et on va l'envoyer à toutes les compagnies à travers le monde. Donc, vous voyez, on est très peu, on est à peu près 5 à travailler à la TC. Jean-François, Nicole, moi déjà, il reste 2 autres. Jennifer aussi. Et puis, comment... Mais vous voyez, on arrive quand même à faire avancer le schmilblick, hein, malgré le peu de moyens qu'on a. Et le dernier truc, eh bien, un de nos rêves était de former des gens à cette approche toxico-chimique. Quand j'ai débuté cette formation, où du reste Jean-François était un des premiers participants, hein, le lendemain, l'année après, tu étais enseignant. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais bon, c'était comme ça. Et on arrivait à faire, on était au Conservatoire des Arts et Métiers, on arrivait à faire 2 sessions de 30 personnes, dont un tiers de médecins. Là, maintenant, on fait des sessions à 3. Fabien pourra vous en parler. Vous vous rendez compte où on est tombé? Eh ben, ouais, voilà. Et ça, c'est dommage parce que ça a été dit là, dans les interventions précédentes, la formation, c'est essentiel. Essentiel. Donc, vous pouvez vous former, même 2 jours, 3 jours, ça dépend du temps que votre employeur vous donne. Mais vous pouvez le faire aussi en complet, comme Fabien, 170 heures, c'est un record, hein, vous pouvez l'applaudir là. Hein. Voilà.